Bonjour à tous, bienvenue pour la review du chapitre 1065, qui fait lentement redescendre la pression après la série de bangers qui nous a secoués et qui secoue le monde. L'eau contre Barbe Noire, le mystère plane quant à la suite de leur affrontement en mer, mais Eiichiro Oda nous recentre sur Eggheads, l'île du futur qui finalement s'avère être l'île du passé. Une pure dinguerie, un cliffhanger de fou, et qui encore une fois fait sens lorsqu'on le compare à l'histoire de notre propre monde. Révélation sur révélation, que ce soit sur les Séraphins, l'ancien royaume effacé de l'histoire pendant le siècle oublié par le gouvernement mondial, le puzzle s'assemble et on va se plonger dans l'analyse de ces pages magistrales de la semaine. Petite parenthèse pour vous remercier de passer sur mes vidéos, si ça vous plaît n'hésitez pas à liker, commenter pour le référencement. Quels sont vos avis sur ce chapitre, sur la continuité de l'arc Egghead, vos avis sur le potentiel des Séraphins, présentés comme des enfants qui n'ont pas atteint la maturité, quid du Cypherpole 0. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire, je réponds à tous les commentaires sans exception, et merci à vous en tout cas, on est parti pour la review. La plus grande révélation de One Piece met le monde sans dessus-dessous, révélant la vérité sur le royaume oublié et plaçant le manga définitivement dans un monde de science-fiction. Les fans de One Piece seront choqués, comme moi, d'apprendre que leur manga préféré a toujours été situé dans un futur post-apocalyptique de science-fiction, c'est purement de la SF. Le chapitre 1065 contient les premières révélations sur le Grand Royaume, qui a existé 900 ans en arrière, et sur le siècle oublié, deux mystères qui hantent la série depuis des décennies, changeant complètement le paysage du monde de One Piece et son histoire d'un seul coup de crayon. Le monde de One Piece est unique, ce qui le rend assez difficile à catégoriser. La majorité des fans ont toujours supposé qu'il s'agissait d'une version fantaisiste de l'ère de la piraterie. Mais dès les premières étapes de l'histoire, de One Piece, des éléments de technologie avancés, des escargophones, des cyborgs des rayons laser, des pacifistas, etc., ont été introduits, ce qui semblait étrangement déplacé. La plupart de ces inventions étaient attribuées au travail d'un scientifique de génie, le docteur Vegapunk, ce qui leur permettait finalement de s'intégrer plus facilement dans le contexte. Cependant, chapitre 1065, maintenant que Vegapunk est enfin apparu dans le manga, à l'image de Shaka qui nous donne ses révélations, il a avoué que, plutôt qu'un futuriste, on peut le décrire comme un archéologue finalement, quelqu'un qui va s'inspirer du passé pour reproduire une technologie qu'il qualifie d'existante il y a 900 ans de cela. Les Mugiwara se trouvent actuellement du coup sur l'île d'Egghead, où se trouve le fantastique laboratoire reconnu mondialement de recherche de Vegapunk. Divisés en deux groupes, ils ont rencontré diverses versions du scientifique, qui s'est cloné pour faire face à son absurde quantité de travail. Vegapunk numéro 1, donc Shaka, révèle que la technologie futuriste, qui a tant impressionné les Mugiwara, qui nous a laissé sur le cul, littéralement nous lecteurs, vient en fait du passé, et plus précisément du siècle oublié, une grande civilisation qui, je rappelle, avait donc réussi à inventer le McDonald's il y a 900 ans, une grande civilisation qui existait 900 ans avant les événements actuels de la série. Donc on connaissait déjà le Grand Royaume, ce royaume d'il y a 900 ans qui avait été étudié par O'Hara, car cette mystérieuse civilisation a été mentionnée à plusieurs reprises dans la série. Oubliée, étudiée par une île qui s'est fait décapiter par Buster Call, bien connu, un vide d'un siècle dans l'histoire, enregistré et archéologique, dont l'étude est interdite par le gouvernement mondial. Il est communément admis que le siècle oublié détient les clés de tous les mystères de One Piece. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui nous intéresse. Mais personne ne se serait attendu à ce que la première grande révélation soit que le manga One Piece donc se déroule en fait dans un monde post-apocalyptique. Le Grand Royaume a été détruit par les pays qui formeront plus tard le gouvernement mondial. C'est ce que précise, c'était le professeur Clover je crois, qui disait justement que comme par hasard, le Grand Royaume avait disparu à l'époque où ce gouvernement avait pris son nom, qu'on connaît actuellement, et s'était mis en place. Donc le Grand Royaume a donc été détruit par le gouvernement mondial, mais si cette civilisation était si avancée, ça signifie que sa chute a plongé le monde dans une ère de régression technologique. Il s'agit d'un scénario classique pour les décors de science-fiction post-apocalyptique, mais personne, je dis bien personne, n'aurait jamais pensé à ce qu'il s'applique à One Piece. Si on considère les responsables de la fin du Grand Royaume, ce n'est donc pas une coïncidence si la technologie la plus avancée appartient à la marine et au gouvernement mondial.
y compris peut-être l'ancienne arme Uranus, capable de raser un pays entier en un instant. Il est difficile de prédire l'impact de cette révélation sur le royaume, sur l'avenir de One Piece, mais il est certain que le monde ne sera plus jamais le même, et on le verra plus jamais de la même façon après ce cliffhanger de fou. Le chapitre est très intéressant, mine de rien. On a une petite redescente de pression, on a moins de scènes hypantes, mais il s'agit en fait d'un seul combat, donc l'introduction du reste des Vegapunk et du Séraphin Jinbe. Plutôt cool, mais pas tout à fait inattendu en ce qui concerne les personnages que nous attendons à voir apparaître dans cet arc. Mais l'exécution, les révélations finales à la fin, c'est quand même spectaculaire. Zoro et Brook, on resitue le début du chapitre, ont une discussion avec Caribou sur le fait que, puisque c'est une île gouvernementale, ils doivent rester derrière au cas où quelqu'un, comme par hasard le Cypher Pole Zero, viendrait sauver Vegapunk. Il est intéressant de noter que c'est Brook, et non Robin ou quelqu'un d'autre qui fait attention à la contre-attaque éventuelle. C'est-à-dire que Zoro, c'est vraiment le pilier d'équipage, il pense vraiment à ses arrières, il a bien raison d'ailleurs, vu ce qui se passe, et Brook l'accompagne. Moi je pensais que Robin aurait été plus apte à rester avec Zoro en termes de prudence, mais Brook est quand même quelqu'un d'expérimenté, faut pas l'oublier, c'est le GOAT qui a volé le Road Poneglyph sur Whole Cake Island. Ah, c'est l'intellectuel. Caribou d'ailleurs est également avec eux hors de son tonneau. Et là, Zoro a mis fin à 2 ans de fraude SNCF parce qu'il va lui dire de se casser. Littéralement, il lui dit bah tu restes sur cette île, on t'embarque plus avec nous, c'est fini. Alors que Caribou a littéralement une peur bleue, et il a bien raison, c'est une île du gouvernement. Je me demande toujours, moi, quel est finalement le but de Caribou dans l'histoire à ce stade-là. Il travaille pour quelqu'un, il fait du renseignement, mais comment est-ce qu'il communique ces informations en restant enfermé dans son tonneau H24? Est-ce qu'il a une sorte d'escargophone? Ah, on sait pas. Il a quand même entendu un tas d'informations, hein. Je suis un peu curieux de savoir ce qu'il va en retirer, et surtout qui va en retirer quelque chose. Est-ce que c'est Barbe Noire? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Bonne question. Lilith, Vegapunk 2, conduit les chapeaux de paille dans une pièce via une porte holographique qui est redevenue solide aussitôt qu'ils l'ont passée. Et il se retrouve face à face avec le Séraphin Jinbe numéro 4. Fraîchement sorti d'un réservoir de clones, il y a marqué 98%, donc il est presque terminé. Franky reconnaît rapidement le Jinbe, donc, avec les flammes, les ailes, comme un pacifista, qui commence à tirer des rayons laser dans tous les sens. Donc c'est pas surprenant pour le public, on connaît les pacifistas, on a vu Mihawk, on a vu Mini Hancock, mais ce qui est surprenant, c'est que contrairement à Mihawk, qui utilisait du coup les capacités de Mihawk, et Boa on sait pas, c'est que le Séraphin Jinbe saute littéralement dans le sol et nage au travers. C'est bien entendu le Sui Sui Nomi de Seigneur Pink que Franky reconnaît, et il reste à savoir maintenant est-ce que le Seigneur Pink a été tué en prison et s'est fait voler le fruit, ou alors est-ce que Vegapunk a copié le facteur de lignage ADN pour dupliquer sa capacité de fruit du démon, tout comme il a copié et installé sur les pacifistas les lasers de Kizaru. Puis là, la phase grotesque, Sanji et Robin interviennent pour protéger Nami qui se fait attaquer par Serra Jinbe. Ils déchaînent respectivement un diable jambe et un barrage de fleurs avec les grosses mains dans la tronche. Ce dernier, il l'encaisse, donc déjà les deux séraphins qui étaient contre Barbe Noire, ils n'ont aucune égratignure. Et Jinbe, finalement, il a beau s'être pris un coup, bah, il a toujours une expression très neutre, comme s'il s'était rien pris du tout. Et il va utiliser donc le Suisuinomi, la combinaison très intéressante de la transformation du terrain qui l'entoure en eau et de son Gyojin Karaté. Ce qui est quand même très intéressant, c'est il change le sol en matière aqueuse qu'il peut utiliser pour balancer de la flotte, etc. Usopp utilise une attaque, mais Usopp malheureusement comme d'habitude il n'est pas impactant. Et là Franky libère son Radical Beam, ce qui force en fait les Vegapunk à arrêter l'expérience, parce qu'apparemment, comment dire, les Séraphins n'ont pas été habitués aux coups de rayon laser. Transition sur les autres Vegapunk que nous n'avons jamais vus auparavant.
Edison est clairement en train de collaborer avec Lilith pour tromper les Mugiwara dans ce piège avec Jinbei et Séraphin. Et on se rend compte qu'Edison est une sorte de petit nain dans un costume de robot avec des oreilles de lapin. Enfin, j'ai pas tout compris. Il se plaint que le Séraphin n'est qu'un enfant et que c'est beaucoup trop risqué pour eux à ce stade d'encaisser des rayons laser. Avant de se laisser distraire par des idées de nouvelles inventions, donc il part chercher son chat et puis il part écrire des théories, un peu comme sur YouTube. Et on a Pythagore de son côté, qui est un robot, hein. Moi, ça me rappelle un peu les ennemis d'Astro Boy, hein, à l'allure d'horloge, et qui est obsédé par la collecte de données. Pythagore, c'est un peu le théorème géométrique. Il va tracer des triangles, des cercles, il va faire ce qu'il veut. C'est le gars qui va collecter les données, et il va travailler avec Edison, qui est visiblement le gars qui va trouver les idées en fait. On verra plus tard qu'il est encore plus petit qu'Edison, parce qu'en fait il se détache de son grand corps, et c'est un petit robot en forme de nouille, hein, enfin les bras c'est des nouilles, qui sert de tête à un corps plus grand. Et Lilith se plaint également des budgets, hein, c'est littéralement un ami. Transition sur ce qui est probablement, et là vous allez être d'accord avec moi, le Vegapunk le plus intéressant dans cette dynamique. Donc Desire, donc le Vegapunk York du désir, qui elle en fait va se charger de bouffer, de chier et de dormir pour les 5 autres Vegapunk. Et apparemment elle s'occupe de toutes les fonctions corporelles. Ça veut dire que si t'as Shaka qui a la dalle, elle va manger un Big Mac et Shaka va se dire putain c'est bon en fait. Elle va chier pour tout le monde, mais j'avoue si elle se LeBron James, mais c'est Space en fait, what the fuck. Attends. Oh putain. Oh, non, non, je veux plus y réfléchir, Donc c'est un ajout quand même très inattendu, hein, étant donné que tous les autres ont été présentés comme des savants fous. Et la sixième, c'est un peu sac poubelle ambulant, je fais les besoins de tout le monde. Au milieu de tout ça, Pythagore note, et ça c'est très intéressant, que les facteurs de lignée d'une personne stockent une partie de sa mémoire musculaire et de ses capacités. Quelque chose à propos du sang vert et quelque chose à propos de l'accélération de la croissance des séraphins. Petite parenthèse. Et là, je vais encore une fois, il faut que je dise les termes sur Mihawk. Un séraphin, nouvellement né, le mec qui vient de sortir de son embryon, il a fait suer Barbe Noire. Là où Trafalgar Law, il a besoin d'un éveil, un fruit cheaté, du haki, café, croissant, chocolat. T'as Mihawk, qui est un embryon de Mihawk. Il a des bribes des capacités de l'original, en termes de maîtrise de l'épée. Il fait suer Barbe Noire. Ah, là, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça donne avec les compétences maxées de Mihawk? Ah, voilà, vous pouvez m'en parler en commentaire, mais je suis quand même assez satisfait de ces révélations, tu vois. On reprend. Donc, Shaka arrive avec son casque Daft Punk, hein, donc suite à l'expérience avec le Séraphin, et sa veste cool, hein, le mec. Non, mais franchement, Shaka, mec, c'est un Daft Punk, hein, littéralement. Et il empêche les Séraphins de continuer à se battre. Et moi, ce qui m'a échappé, voilà, il utilise les bots qu'il a fournis aux Mugiwara pour les bloquer sur place, parce que ce sont des bots magnétiques, et il a bloqué le magnétisme au sol, c'est-à-dire qu'ils sont littéralement cloués. Il y a un moment assez drôle d'ailleurs, où Shaka se présente comme Vegapunk, et genre, tu sais, ça fait un peu je suis Vegapunk, mais tu es Vegapunk. Et Usopp qui sort, oh bah je suis aussi Vegapunk. Franky s'intéresse à la technologie du futur, tandis que Shaka explique, et là ça va être intéressant, on revient sur ce que j'ai dit dans la première partie, que cette île ressemble au futur, mais finalement que c'est le contraire. Egghead est une île qui s'inspire du passé. Alors que Shaka parle à Franky du royaume hautement avancé d'il y a 900 ans, l'équipe de Luffy tombe sur un méca de combat, un Transformers de taille géante, dans les lieux qui explorent, hein, sur cette île. Le robot il est littéralement avec de la mousse, hein, sur sa carcasse, ce qui prouve qu'il est plus en fonction depuis perpète. Alors j'ai relevé quelques notes, vous me dites ce que vous en pensez, mais c'est pas la première fois qu'on voit un escalator, hein, dans le manga. Marie-Joise a le même système, hein, souvenez-vous, hein, de ce tapis roulant, mais finalement, au lieu d'une énergie comme le feu, comme le précise Lilith, c'est des esclaves qui pédalent en dessous pour faire tourner la machine. Et étrangement, Perospero a créé un escalator de bonbons à Totland. Je sais pas s'il s'agit d'un lien ou d'une simple coïncidence. Lilith a beaucoup parlé de créer des sources d'énergie alternatives, avec du feu ou un soleil artificiel, mais on sait déjà que la meilleure source d'énergie, c'est Franky et son Coca-Cola. C'est, je veux dire, tu veux faire fonctionner Scalator, t'ouvres le cockpit, tu mets une bouteille de 2 litres, ah ça fonctionne une semaine, hein. Nami et le futur Kick, faut en parler, elle a appris une nouvelle technique, je suis désolé, hein. Nami Taijutsu, elle a appris Gaimaito, hein. L'Usopp, il en a fait les frais, hein. Et pour une précision, donc cette phrase sans queue ni tête, même le chat peut aider. Donc c'est quand en fait vous savez le Vegapunk
qui va faire ses plans, et qui dit même un chat peut m'aider, etc. Donc c'est un idiome japonais, probablement perdu dans la traduction. En gros, même le chat peut m'aider, ou quelque chose de ce genre, est une expression qui va signifier je vais prendre toute l'aide que je peux obtenir. Donc grâce à Pokémon, on peut le savoir, vous avez le mouvement Assist qui permet à Pokémon d'emprunter des mouvements aux membres de son équipe et qui est à l'origine de pattes de chat en référence à cet idiome. Petite référence culturelle, ça fait plaisir. Et je pense qu'on a fait le tour de cette review. En tout cas, cliffhanger de malade, monde post-apocalyptique pour One Piece. Et finalement, le but, ça va être de revenir dans ce passé en affrontant celui qui a mis un terme à cette prouesse technologique et qui a ramené One Piece à un âge bien reculé. Donc à voir ce que ça va donner, il y a tellement de choses à voir. Est-ce que les séraphins vont progresser parce que ce sont des enfants? Tellement de choses à dire, mais bon, je vais pas faire une vidéo de 30 minutes, je préfère vous répondre directement en commentaire. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusque-là, big up, merci à vous, et à la prochaine pour de prochaines reviews, vidéo théorie, salut.